Aimerais-tu échapper au modèle classique de travailler 40 à 50 heures par semaine pendant 40 ans pour enfin atteindre la retraite et profiter de la vie? Et si je te disais qu'il est possible de réduire ton temps de travail tout en obtenant les mêmes résultats, voire même plus? Et si au lieu d'attendre la retraite pour vivre pleinement, tu pouvais prendre des mini-retraites dès maintenant, voyager, explorer le monde, lancer des projets pendant que tu es encore plein d'énergie et motivé. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on suit un modèle devenu presque automatique. Travailler toujours plus, être occupé en permanence et repousser la vraie liberté à plus tard. Mais la question qui se pose est la suivante. Et si ce modèle que l'on connaît tous était peut-être complètement dépassé? Eh bien, c'est exactement la question que pose Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Nous allons voir dans ce livre comment sortir de la course permanente au travail, comment éliminer les tâches inutiles grâce à quelques principes simples, afin de concevoir un mode de vie où le travail peut t'aider à atteindre ta liberté. Aujourd'hui, on résume ensemble le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Allez, c'est parti! Très bonne semaine à tous et bienvenue une fois de plus dans les résumés du succès, le podcast dans lequel je vous résume avec vous un livre chaque semaine. Et pour cette nouvelle semaine, on va résumer ensemble la semaine de 4 heures. Le titre original c'est The 4-Hour Workweek, un livre édité en 2007, presque 20 ans déjà qu'il existe, écrit par un monsieur qui s'appelle Tim Ferriss, Timothy Ferriss, nom complet, qui jusqu'alors était inconnu en fait. Parce que c'est une personne qui a une histoire assez curieuse. C'est quelqu'un qui aime expérimenter. C'est un expérimentateur né. Il aime expérimenter sur son propre corps. Il aime expérimenter sur des thèmes d'entrepreneuriat. Il a réalisé beaucoup de choses, beaucoup d'investissements dans sa vie. C'est quelqu'un qui se dédie surtout à investir dans des entreprises qui débutent, des startups comme on les appelle. Il a commencé sa carrière d'entrepreneur au début des années 2000 en créant une entreprise qui s'appelait Brain Quicken. Dans cette entreprise de compléments nutritionnels, il consacrait des heures et des heures de travail, jusqu'à se fatiguer et n'en pouvoir plus. Et en quelque sorte, le livre qu'il a écrit, c'est une conséquence de cette expérience qu'il a acquise pour nous offrir une autre option que de travailler plus d'heures pour réussir. Ici, il va nous parler de comment il en est arrivé à être saturé de travail, à y consacrer 80 heures par semaine et comment il est passé de faire ça à exactement l'opposé. Et ce qu'il a fait à l'opposé, c'est gagner et récupérer du temps personnel pour consacrer son temps à énormément d'autres choses, de temps perso pour ses amis, pour sa famille, pour voyager, pour faire du sport, beaucoup de choses, bref, même de la danse. Mais surtout, il s'agit de récupérer donc son temps, sans cesser de générer des revenus. Parce que oui, si on se retrouve sans revenus, eh bien on ne peut plus vivre. Mais c'est de cela que traite le livre, de cette aventure de Tim Ferriss vers la liberté, de ce chemin qu'il a parcouru avec sa propre entreprise, et qu'il a même vendue plus tard. Maintenant, Tim Ferriss, il se consacre essentiellement à écrire des livres et à investir dans d'autres entreprises comme par exemple Facebook, Twitter, Evernote, Shopify et j'en passe, même Uber. En définitive, il sait où placer son argent. C'est un type très intelligent quand même. De plus, il y a quelques années, il a commencé à éditer chaque semaine un podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show. Et c'est, je pense, probablement le podcast numéro 1 au niveau mondial, avec des centaines de milliers de téléchargements. Où, en fait, dans ce podcast, il interviewe des gens qui ont réussi. Donc, c'est plus orienté entrepreneuriat. Si vous souhaitez y jeter un œil, je vous conseille d'aller le faire. Donc, dans ce livre, on va détruire des mythes, des connaissances que l'on a, des choses qui sont ancrées en nous. 2 mythes principaux. Le premier mythe, c'est qu'on a besoin de travailler minimum 40 heures par semaine pour obtenir des revenus élevés. On va voir qu'on a d'autres solutions pour ce faire. Le mythe numéro 2,
c'est que l'on a besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir mener la vie que l'on souhaite mener. Et ça, on n'a pas forcément besoin d'autant d'argent pour vivre la vie que l'on veut, que l'on rêve. Dans les deux cas, on parle d'argent. Et pourquoi on parle d'argent? Parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. C'est le principal objectif de 90% des gens de pourquoi ils travaillent tous les jours. Et on va voir que la plupart d'entre nous, en fait, on vit une vie normale. Alors, ce qu'on va appeler vie normale, ce que d'autres livres appellent également la rat race. Comme on l'a vu dans le livre, par exemple, La retraite à 40 ans de Victor Lora. Et donc, c'est quoi la rat race? Eh bien, la rat race se base sur le fait que tu dois finir tes études, décrocher un travail, essayer de t'améliorer pour augmenter tes revenus et te tuer à la tâche du lundi au vendredi, voire même travailler le samedi ou le dimanche pour obtenir des revenus très élevés. Et donc Tim Ferriss, il était dans la rat race et il s'en est sorti. Et c'est ici qu'il va nous livrer ses solutions pour en sortir aussi. Le problème, c'est que quand on est dans cette rat race, on va chercher les moments de repos. Et c'est le week-end. Mais le week-end, il arrive et tu n'as plus de temps, tu n'as pas envie, tu n'as plus de force, plus d'énergie pour profiter de ce que tu as gagné de ton travail. Au final, c'est important de profiter de ce que l'on a acquis. Tu génères des revenus, ok, mais tu sacrifies ta liberté. Et c'est ça le problème que trouve Tim Ferriss là-dedans, c'est qu'on a besoin de temps libre. Le paradigme général dont parle Tim Ferriss ici, c'est qu'on travaille jusqu'à 65 ans pour garantir ta liberté, notre liberté, avec un argent qui puisse servir à mener une vie suffisante. Mais la question que l'on va se poser, et je pense que tu la connais déjà puisqu'on l'a abordée dans d'autres livres, est-ce que l'on souhaiterait atteindre 65 ans pour profiter enfin de notre vie? Eh bien, je suis sûr qu'à 99% du temps, 99% d'entre nous, on dirait non. Et c'est normal. Le problème, c'est qu'on travaille donc nos 40 ans dans la vie, normal, on arrive à la retraite et on ne peut plus profiter. On est fatigué, on veut juste se reposer, bien qu'on aimerait peut-être voyager, profiter de notre famille. Et durant ces 40 ans que l'on a menés, que s'est-il passé durant ces 40 ans? Eh bien, tu as trop sacrifié tes meilleures années, tes années de plus grande énergie, au profit d'une vieillesse tranquille. Le problème, il est là. Et le livre, il va intéresser tout le monde, je pense. Que tu veuilles être entrepreneur, il y a d'excellentes idées pour les entrepreneurs. Et ça, je te le garantis. D'ailleurs, je t'invite à te le procurer pour le lire, en plus d'écouter ce résumé. Ou que tu sois même une personne avec un salaire fixe, salarié avec un travail fixe, qui pense que c'est la seule façon d'aborder la vie, eh bien, ce livre est fait pour toi. Mais les entrepreneurs, eux, ils ont déjà une petite idée de quelle est la solution. Ils savent déjà que ce n'est pas le seul chemin, que le salariat n'est pas le chemin idéal et même le seul chemin pour arriver à profiter de la liberté. Et beaucoup d'entre nous, on est coincés donc dans cette course de rats, donc dans cette rat race, dans la roue du hamster, comme on le dit dans d'autres livres. Et dans cette roue du hamster, tous les jours se ressemblent. Il existe une méthode derrière tout ça, c'est celle de la semaine de 4 heures pour résoudre cette routine. Mais attention, ici, l'objectif ici n'est pas d'arrêter de travailler pour toujours. Au contraire, le travail est bon, même très bon, quand on est satisfait de ce que l'on fait, que l'on est passionné par les actions réalisées dans notre quotidien, dans notre domaine de prédilection. Mais il ne faut pas tomber dans la nuit. Et ça, c'est un piège. Parce que mener une vie d'oisiveté et d'ennui, c'est pas bon. Ça te ronge à l'intérieur. Mais ce qui est bon, par contre, c'est de faire ce que tu aimes, de te dédier à quelque chose dans le domaine dans lequel tu es réellement bon et que tu apprécies faire. Et nous allons donc nous concentrer sur le fait de récupérer notre temps ici, de devenir maître de notre propre temps sans sacrifier nos revenus. Et ça, c'est difficile. Et dans le livre, Tim Ferriss, il va nous parler on va commencer à rentrer dans le livre, de 6 croyances que l'on a et qu'il faut que l'on change. Parce que cela nous empêche de penser en termes de liberté plutôt qu'en termes de prison de travail. Parce que c'est vrai que
On a des croyances en nous qui nous emprisonnent en fait dans notre routine. Et on va les voir ici. La première croyance, c'est que la retraite est le but. En réalité, la retraite n'est qu'une assurance économique finalement, c'est pas un but de vie. Et cette assurance économique, elle existe pour quand tu n'auras plus la capacité de produire de l'argent et que tu aies la possibilité de survivre pendant 20 ans en attendant ta mort. Et ça, c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Et le problème, c'est qu'avec l'inflation, l'allongement de la durée de vie, l'argent épargné aujourd'hui qui ne vaudra plus rien dans 30 ans, peut-être parce que tu ne l'as pas investi, ou même nos cotisations de retraite qui ne seront plus suffisantes peut-être pour vivre, puisque le coût de la vie augmentera aussi. La retraite donc ne doit pas être un but dans ta vie. Et pour Tim Ferriss, il est plus intéressant donc d'investir de l'argent que d'attendre notre cotisation de retraite. Donc, premier but ici, c'est que la retraite, ce n'est pas un but dans la vie. On doit vivre tous les jours pleinement et profiter chaque instant de notre vie. On ne doit pas attendre les 40 ans de travail pour se reposer. Deuxième croyance, plus je fais d'heures, plus je produis. Alors, nos capacités ne sont pas toujours à 100% pour travailler. Je suis plus productif, par exemple, moi, le matin que l'après-midi. C'est le matin que je travaille le mieux. Et quand j'arrive à 16 heures, après 8 heures de travail, eh bien, je ne suis plus productif. J'ai du mal à prendre des décisions à ce moment-là. Alors, je préfère travailler le matin où mon énergie est à son maximal pour prendre des décisions importantes et réaliser les tâches qui ont besoin de plus de concentration. Et moi, j'ai envie de te dire que plus je fais d'heures, moins je suis productif parce que plus je me fatigue. Et c'est la seconde croyance erronée qu'on doit changer. La productivité, en fait, elle ne s'obtient pas en travaillant plus d'heures, mais en travaillant moins, avec efficacité et durant les heures où tu es le plus productif. La troisième croyance que l'on va voir ici, c'est si tu travailles peu ou pas beaucoup, c'est que tu es paresseux, c'est que tu es feignant. Parfois, on se dit que l'on n'a pas assez travaillé aujourd'hui en termes d'heures, mais on doit penser différemment. On doit se dire, est-ce que mes tâches les plus importantes ont été réalisées aujourd'hui ? Et si ce n'est pas le cas, eh bien tu planifies mieux ta journée pour demain, pour améliorer ton planning et réaliser tout ce que tu n'as pas atteint aujourd'hui. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, eh bien tu le feras mieux demain. Ne t'inquiète pas pour le travail parce qu'il ne va pas disparaître, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et l'important, par contre, n'est pas d'avoir l'air occupé, parce que souvent on charge notre journée au maximum, on fait de tout et de n'importe quoi, mais l'important, c'est d'être orienté vers les résultats, vers ce qui a réellement de l'importance. Par exemple, une personne qui fait son travail en 2 heures, par exemple, de manière hyper productive, génère plus de valeur que celle qui reste 12 heures au bureau, par simple obligation des horaires à respecter. Alors essaie de voir si tu peux travailler en te focalisant exclusivement sur les résultats plutôt que sur le temps que tu passes au travail. Allez, quatrième croyance limitée que l'on va voir ici, c'est il faut attendre le moment opportun pour se lancer. Alors là, j'ai envie de te dire que pour les entrepreneurs, le moment idéal, eh bien, il n'existe jamais. Il y aura toujours des excuses ou des obstacles qui vont t'empêcher d'avancer, mais tu dois agir et affronter les problèmes que tu vas rencontrer. Sinon, tu ne te lanceras jamais. Tu dois passer à l'action. Passer à l'action, c'est comme sauter dans la piscine. Si tu restes au bord de la piscine en attendant que l'eau se réchauffe, ou en attendant que tu aies la force d'y aller, alors tu ne t'y jetteras jamais. La peur d'y aller, la peur de se jeter, la peur de se lancer, c'est normal. Et ce sont ces peurs spécifiques-là que tu dois surmonter pour obtenir des résultats extraordinaires. Alors, n'attends pas le bon moment et lance-toi parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. L'argent est la solution de tous les maux. Ça, c'est la 5e croyance. Et c'est souvent un prétexte pour ne pas faire les choses. On se dit qu'on n'a pas d'argent pour créer une entreprise, par exemple. Alors qu'on va le voir prochainement, dans un autre livre, qu'on l'on résumera ensemble, on peut démarrer une entreprise avec très peu, voire même rien, comme dans le livre La Startup de $100.
que nous verrons, je l'espère, très vite, car il est très intéressant. On se dit qu'on n'a jamais d'argent, et c'est une excuse en fait à la liberté. Parce que tu dois passer à l'action, même sans rien au départ. Tu verras que c'est possible parce que, par exemple, si tu veux créer une entreprise qui vend des produits physiques, eh bien oui, c'est sûr que tu auras besoin d'argent de départ pour commencer. Acheter des produits, louer un local pour les vendre, avoir un peu de stock. Mais si tu fais cette activité en ligne, par exemple, et que ces produits sont construits par une entreprise qui les stocke, toi, ce que tu vas faire, c'est créer une page web. Proposer des produits en ligne, par exemple, pour éviter de gérer du stock, pour éviter d'avoir des frais. Et quand les gens, tes futurs clients, vont les acheter, eh bien, ils vont commander directement à l'entreprise qui les a créés. Et toi, tu vas prendre la différence entre les deux. De cette manière, tu évites tous les problèmes de manque de stock, de place, de gestion, de location, et tu auras très peu de frais d'argent. Et ça, on va le voir dans un autre épisode. La 6e croyance, et la dernière, c'est que le plus riche est celui qui gagne le plus par mois. Alors j'ai envie de te dire que ça dépend. Par exemple, imagine 2 personnes, une d'entre elles touche 3 000 euros par mois, et l'autre 1 000 euros par mois. Alors, qui est le plus riche ? On dirait naturellement que c'est celui qui gagne 3 000 par mois qui est le plus riche. Bien sûr, moi je te dirais, par contre, que ça dépend. Parce qu'il faut prendre en compte le facteur temps dans cette équation. Combien de temps a mis celui qui a gagné 3 000 euros par mois pour les recevoir ? Combien d'heures a-t-il travaillé ? Eh bien, il a peut-être travaillé 50 heures par semaine. C'est énorme. Alors que celui qui en gagne 1 000 $ ou 1 000 euros, il a travaillé 2 heures par mois. Alors, qui est le plus riche ? En termes de qualité de vie, clairement celui qui a 1 000. Et c'est surtout qu'il est plus riche parce que s'il travaille 4 heures, peut-être qu'il touchera 2 000. Et en 6 heures, il aura travaillé autant que celui qui a travaillé 50 heures. Et dans cette croyance, il faut que l'on décorrèle surtout les heures de travail de la quantité d'argent que l'on reçoit. Alors avec les croyances que l'on vient de voir ici, les principaux facteurs qui en ressortent sont les suivants. Je vais te les énumérer ici pour que tu t'en souviennes. Le plus riche, c'est celui qui a le plus de temps. L'argent n'est pas la solution à tout, ou encore on a vu qu'on doit sauter dans la piscine et ne pas attendre que l'eau se réchauffe, c'est-à-dire passer à l'action et ne pas attendre le moment opportun. On a vu aussi que la retraite n'est pas un but de la vie, mais qu'on doit profiter tous les jours de notre vie. Que travailler plus n'est pas la solution, mais il faut travailler moins, mais mieux. Et donc maintenant, on va voir comment déjouer ces fausses croyances. On va voir ensemble le modèle DEAL que nous propose Tim Ferriss dans le livre pour changer notre vie et surtout que l'on puisse vivre une vie qui a du sens pour nous. Alors le modèle DEAL, on va le déchiffrer ici ce modèle. Le D pour définition de sa vie idéale, le E pour éliminer tout ce qui est pas nécessaire, le A pour automatiser les actions qui peuvent l'être et le L pour enfin être libre de notre temps pour vivre une vie plus légère. On va commencer par les 4 piliers. Le premier pilier, c'est D pour définition et reprendre le contrôle de notre vie. On commence toujours par là, par définir ce que l'on veut. Parce que si tu ne définis pas ta vie, alors quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et en général, ce quelqu'un, c'est souvent la société. Et il nous faut, pour commencer, reprendre le contrôle sur notre vie. C'est indispensable pour avancer. On va commencer par redéfinir le succès et arrêter de suivre la vie par défaut. Depuis tout petit, on nous a vendu une idée très précise de la vie. À l'école, tu devais avoir de bonnes notes, avoir un bon diplôme, pour avoir un bon travail, pour travailler 40 ans, pour atteindre la retraite à 65 ans et ensuite profiter. Le problème, c'est que ce modèle n'a jamais été conçu pour te rendre libre. Et dans la semaine de 4 heures, Tim Ferriss nous dit clairement « Et si ce modèle était complètement faux ? Et si ce modèle était complètement dépassé ? Et s'il y avait une solution ?» Le vrai succès pour Tim Ferriss, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent ou un poste prestigieux au sein d'une grosse entreprise. Le vrai succès pour Tim Ferriss, c'est contrôler ton temps. Parce que le modèle
que l'on nous enseigne nous fait perdre du temps, ou tout du moins, cela nous enlève le contrôle sur notre vie. Parce que par exemple, l'argent, tu peux en regagner. Il te suffit de travailler. Mais le temps, lui, le temps, il est perdu à jamais. Tu ne pourras plus le rattraper. Alors pose-toi cette question. Préférerais-tu gagner de l'argent, plus d'argent, ou avoir plus de temps ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de temps pour faire ce que tu aimes réellement faire dans ta vie ? Souvent, on a des passions et nous n'avons pas le temps pour en profiter ou encore pouvoir passer du temps avec ce que l'on aime. Déjà, pour commencer, on va devoir clarifier ce que l'on veut vraiment. Parce que tout le monde attend de toi. Ce que tu veux vraiment toi. La majorité des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'on n'a jamais pris le temps de nous poser la question de ce que l'on veut vraiment. Et quand c'est comme ça, eh bien c'est la société qui choisit pour notre vie. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Alors, il faut que l'on commence à clarifier ce que l'on veut pour savoir ce que l'on va faire de notre vie. Cela paraît logique, mais bien souvent, on ne prend pas le temps de définir ce que l'on veut de mieux pour notre vie. Pourtant, c'est fondamental. Alors ici, je vais te poser 3 questions. La première, c'est si l'argent n'était pas un problème, que ferais-tu de ta vie ? Est-ce que tu ferais ce voyage que tu rêves ? Est-ce que tu passerais plus de temps avec ceux que tu aimes ? Si tu savais que tu ne peux pas échouer, qu'oserais-tu faire ? Est-ce que tu lancerais ton entreprise ? Est-ce que tu ferais des choses incroyables ? Et la dernière question, quelle vie vaudrait le coup pour toi d'être vécue ? Ce sont des questions indispensables pour définir la vie que l'on veut vraiment, parce qu'on a souvent suivi le mouvement et on ne s'est jamais remis en question sur nos besoins réels, sur nos envies, sur nos passions, sur nos rêves. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis la vie que tu rêves ? Et Ferriss, lui, avec les questions que l'on vient de voir ici, il nous propose de faire passer les simples objectifs que l'on s'est fixés à des rêves concrets et peut-être même des rêves réalisables. Pas juste « je veux vivre une vie de rêve », mais définir tes projets de manière précise. Par exemple, pour Tim Ferriss, c'était de vivre à Bali 3 mois, par exemple, lancer un business en ligne, apprendre une nouvelle langue, réussir un concours de danse, devenir champion de boxe, travailler 4 heures par semaine. Ça, ce sont les objectifs que s'était fixés Tim Ferriss et il les a atteints. Cela peut être tout ce que tu veux, n'importe quoi, mais tu dois le définir. Plus tu es précis, plus c'est réel et réalisable. Alors prends ton temps pour définir ta journée idéale, pour définir ce que tu veux réellement faire de tes jours, les rêves que tu veux atteindre. Visualise ce que tu veux vraiment, comme si tu le vivais déjà. Parce que, on l'a vu dans un autre livre, mais la visualisation est super puissante pour ça. Puisque notre cerveau pense que c'est réellement faisable, que c'est réel, que ça se passe en ce moment. Essaie de ressentir les sensations. Si tu avais tout ce que tu rêves, si tu vivais ta journée idéale, essaie de ressentir les sensations. Note tout ça sur papier aussi. À un endroit que tu ne perdras jamais pour te rappeler de ton objectif de vie. Une fois que tu as défini précisément ce que tu veux pour ta vie, on va remettre en question la manière dont on vit aujourd'hui. On va remettre en question les règles du jeu. Voici une vérité que Tim Ferriss nous donne dans le livre. C'est que la plupart des règles que l'on suit dans notre vie sont des règles que l'on choisit de suivre. Et toi, tu as le choix de ne pas les suivre. Ça, c'est important. On a le choix dans notre vie. On n'est pas obligé de suivre ce que fait tout le monde. Par exemple, il faut travailler 8 heures par jour. Il faut rester dans la même entreprise longtemps. Ou encore, voyager, c'est pour les vacances seulement. Ou alors, on profitera plus tard. Pour le moment, on doit travailler. Tout ça, ça peut être changé. Parce que Tim Ferriss pose la question, qui a décidé ça, ce modèle ? Personne ne t'oblige à suivre le modèle classique. Les nouveaux riches, selon Tim Ferriss, ils font une chose simple. Ils testent leurs propres règles.
Par exemple, il se pose la question, pourquoi travailler au bureau ? Pourquoi attendre la retraite pour être heureux ? Pourquoi demander la permission à quelqu'un pour vivre ce que l'on a envie de vivre ? Et là, on arrive à une idée intéressante. Et c'est puissant même. Ce qui te fait peur, eh bien, c'est souvent exactement ce que tu dois faire. Est-ce que tu as peur de quitter ton travail ? Est-ce que tu as peur de passer à l'action, de te lancer, de voyager ? Tu as souvent une peur qui te dit « Et si j'échoue ? Comment je vais remonter la pente ? Et si je quitte mon entreprise ? Je n'aurai pas de revenus. Et si je me lance ? Que vont dire mes proches ? Je vais être critiqué. » Cette peur-là, elle ne doit pas t'arrêter. C'est seulement un signal que tu sors de ta zone de confort, un signal que tu t'approches de quelque chose d'important pour toi. Cette peur, en fait, elle te fait progresser. Et plus tu surmontes cette peur de façon répétée tous les jours, plus elle devient normale et banale. Ce que tu dois retenir ici, c'est une seule chose. Tu ne peux pas optimiser une vie que tu n'as pas définie. Et ensuite, tu dois éviter d'avoir peur. Donc avant de mettre en place ce qui va suivre, c'est-à-dire gagner plus, travailler moins et automatiser quoi que ce soit, c'est ce qu'on va voir par la suite du modèle, tu dois décider quelle vie tu veux vraiment construire. Et une fois que tu l'as définie, tu peux passer à l'étape suivante, te concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment. Ta chose unique, ta one thing, comme on l'a vu dans un autre livre, dans notre résumé que je t'invite à écouter d'ailleurs. Quelle est la seule chose essentielle que tu peux faire de telle sorte que si tu la faisais, tout le reste deviendrait plus simple, voire inutile. Et c'est la question à laquelle on va répondre dans la suite du modèle DEAL. C'est la lettre E, c'est le bloc d'élimination. Maintenant que tu as défini comment tu veux réaliser ta vie et éviter toutes ces peurs et ces croyances-là, que tu en aies conscience qu'il faut changer, eh bien, on va commencer à éliminer les choses qui sont inutiles autour de toi. Pour rappel, on est dans les 4 blocs de la méthode DEAL que nous propose Tim Ferriss pour reprendre le contrôle de notre temps. On vient de voir la définition. Et maintenant, on est dans le bloc E, consacré à l'élimination de tout ce qui n'est pas utile. Et dans ce bloc, c'est là que l'on va savoir comment supprimer le superficiel et garder l'essentiel et optimiser notre temps pour obtenir les meilleurs résultats. Tout ce bloc, en fait, il tourne autour de 2 principes. La loi de Pareto et la loi de Parkinson. La loi de Pareto, c'est la loi du 80-20, on l'a déjà vu, c'est un principe fondamental, mais je vais te le définir ici. C'est qu'il s'agit d'éliminer les tâches qui occupent beaucoup de temps, mais qui n'améliorent pas nos résultats. Il faut supprimer de sa vie professionnelle toutes les tâches qui ne fournissent pas de résultats. Pour illustrer l'application de la loi de Pareto, Tim Ferriss, en fait, il a analysé quels étaient les clients qui achetaient le plus dans son entreprise à lui. Il a conclu qu'il avait 120 clients grossistes, mais que seulement 5 d'entre eux, 5 de ses clients, fournissaient déjà 95% de ses résultats. C'est-à-dire que sur 120 clients qu'il avait, avec seulement 5, il atteignait 95% de son chiffre d'affaires. C'est un point que nous avons déjà développé dans d'autres résumés, mais je pense notamment à la méthode de GTD ou encore les habitudes de millionnaire que je t'invite aussi à aller écouter si tu le souhaites, le podcast est sur la chaîne. Mais je pense que ce principe est une loi fondamentale de notre vie. Parce que si l'on comprend cette loi et qu'on l'applique dans notre quotidien, on se consacrera alors sur l'essentiel de notre vie, sur ce qui a réellement de l'importance pour nous. Et je pense que si vous commencez à analyser votre situation, à penser 80-20, vous obtiendrez les 20% de choses qui font vraiment la différence dans notre vie et nous amènent au maximum de résultats. Et Tim Ferriss a appliqué cette méthode, et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a éliminé les 115 clients qui ne lui apportaient rien, ou que 5% de ses revenus. Et qu'est-ce qu'il a obtenu ? Eh bien, en ne gardant que ces 5 clients, ses revenus ont légèrement baissé, c'est sûr. S'il gagnait 100, il en gagnait désormais 95. Mais ces 5 clients restants, ils ont bénéficié d'une meilleure attention. Il s'est plus préoccupé d'eux, il a été attentionné, il a été
beaucoup plus dans les offres personnalisées pour adapter à ces 5 clients. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces 5 clients, ils sont restés fidèles à lui, à son entreprise. Ce qui lui a permis que ces derniers clients continuent à acheter ses services dans le temps. Et surtout, Tim Ferriss a récupéré 20 fois son temps libre, puisqu'il a moins besoin d'être présent s'il s'occupe que de 5 personnes au lieu de 120. Il a récupéré énormément d'heures qu'il consacrait à s'occuper de ses 115 clients qui ne lui fournissaient pas les revenus nécessaires pour justifier tout ce temps qu'il dédiait à cette activité en fait. Donc si vous avez 100 clients en tant qu'entrepreneur et que 20 d'entre eux vous fournissent 80% de vos revenus, eh bien concentrez-vous sur ces 20 clients et écartez les autres. Renforcez ces 20 clients. Traitez-les de la meilleure manière pour qu'ils rachètent chez vous, voire qu'ils achètent plus. Le fait d'éliminer les 80 autres ne se remarquera même pas. Au contraire, parce que cela va provoquer une amélioration dans l'entreprise et non seulement de la productivité, mais aussi des résultats élevés et de la fidélité. Mais aussi du traitement reçu par les clients restants parce que ça va générer beaucoup plus de revenus, mais aussi une gestion meilleure. Et ça, tu peux le faire dans ton quotidien. Regarde les tâches que tu fais dans ton quotidien. Si tu fais 10 tâches par jour, élimine les 8 tâches qui n'ont pas d'impact ou qui ne t'apportent pas les revenus que tu recherches, les résultats qui te feraient te démarquer des autres. En fait, tout ça, ça se réduit à gestion du temps, tout simplement. Comme la loi de Parkinson que l'on va voir maintenant. Dans le deuxième bloc, donc, il y a la deuxième loi de Parkinson, et elle stipule que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu donnes de temps à une tâche, plus elle va prendre de temps. Par exemple, je te donne un exemple un peu lié avec cette loi de Parkinson. Je me souviens que je devais développer une application pour une grande entreprise à un moment donné. Au début, on m'avait dit que j'avais le temps pour la développer. On m'avait dit, bon, t'as 3 mois, fais comme tu peux, vas-y. Et comme j'étais dans un environnement où j'avais d'autres missions qui se chevauchaient, eh bien, je n'ai pas priorisé cette tâche jusqu'à la dernière semaine, car je me suis dit que ce n'était pas compliqué. Donc, les semaines passent, les mois passent, et il me reste une semaine pour effectuer cette tâche, développer cette application. Et puis la dernière semaine arrive, et en une semaine, j'ai travaillé d'arrache-pied pour y arriver. Et j'ai réussi en travaillant des heures, même le samedi, jusqu'au samedi soir, du matin au soir. Je commençais à 5 heures du matin, et je travaillais jusqu'à tard le soir. Et finalement, j'ai réussi à présenter cette application dans les temps. Et ce que je veux dire ici, c'est que j'avais 3 mois pour y arriver. Eh bien, cela a bien pris 3 mois aux yeux de l'entreprise, puisque 3 mois sont passés, alors que j'aurais pu dire que ça pouvait me prendre 15 jours. Sauf que j'ai travaillé que la dernière semaine. Alors, ce travail, il m'a pris, en réalité, on aurait pu dire 2 semaines. Plus on a du temps, donc, pour faire les choses, plus on prend notre temps. Et quand on a beaucoup de temps, eh bien, on repousse le début d'une tâche difficile que l'on veut effectuer, comme je l'ai fait. On repousse au début. Après, on rajoute des détails inutiles parce que plus on a de temps, plus on se dit que ce serait plus joli, plus optimisé. Oh, je vais rajouter une fenêtre supplémentaire, même si on me l'a pas demandé, je vais l'inclure aussi. Quand on a plus de temps aussi, on réfléchit trop. On est perfectionniste aussi, sur des choses qui n'en ont même pas besoin. Résultat, tu prends plus de temps que nécessaire. Alors que, à l'inverse, quand tu as peu de temps, tu te concentres sur l'essentiel, tu prends des décisions rapides et tu élimines le superflu. Et sur cette semaine où j'ai développé cette application, je suis allé à l'essentiel, sur le fonctionnel uniquement, pour présenter quelque chose. Et puis, a posteriori, j'ai fignolé les résultats, les détails, en fonction des feedbacks que j'ai reçus. Résultat, j'ai été beaucoup plus efficace et j'ai fait uniquement l'essentiel. Alors si vous avez un objectif, par exemple créer un site web fonctionnel en 60 jours,
Eh bien, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin du produit définitif, mais un produit minimum viable, un produit qui fonctionne. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé peut-être d'avoir une journée compliquée, où tu devais finir une tâche, mais au dernier moment on vous appelle quand vous êtes en train de faire cette tâche. Et à ce moment-là, eh bien on va plus vite. On termine une tâche en 20 minutes alors qu'elle nous prenait peut-être toute l'après-midi. Eh bien c'est la loi de Parkinson ça. Si vous vous donnez 30 minutes au lieu de 4 heures, vous gagnerez du temps pour vous-même. Ça veut dire que quoi ? C'est la pression qui vous fait avancer. C'est le résultat qui vous anime. Plus on a de temps, plus on le prend. Alors essayons d'optimiser notre temps et de se mettre un peu de pression pour atteindre nos objectifs plus tôt. On va passer au troisième bloc, et c'est le principe suivant, c'est celui de l'automatisation. Une fois que nous avons réduit nos tâches à l'essentiel, nous devons faire en sorte que notre entreprise travaille sans dépendre de nous. C'est ce que j'appelle créer des systèmes, c'est ce qu'il appelle aussi Tim Ferriss, créer des systèmes. On en a parlé dans d'autres livres également. Si on veut tout faire nous-mêmes, dans notre quotidien, si on veut gérer toutes les tâches, et que chaque décision doit passer par nous, eh bien, on a un goulot d'étranglement qui empêche la croissance de notre entreprise ou même de notre service si on est encore un salarié. Cela veut dire que si on est absent, rien ne fonctionne. Et ce n'est pas ce que l'on veut. On veut que tout fonctionne de la même façon quand on n'est pas là. Et c'est ça le principe de l'automatisation. C'est faire travailler les choses en notre absence. Puisqu'on a vu que la vraie richesse, c'est notre temps, il faut que toute action que l'on mette en place, processus, puisse être automatisée. C'est ça le vrai objectif. Afin d'éviter toute rupture de service en notre absence. Que tout fonctionne quand on n'est pas là. Ça, c'est le but de l'automatisation. On doit donc créer des systèmes pour que les personnes qui sont impliquées, soit dans notre entreprise, soit dans notre service, sachent quoi faire de façon autonome à notre place dans 99% des cas. Cela veut dire que si on est absent, eh bien, il n'y a pas de problème. On ne sera là que pour les cas exceptionnels, les cas qui sont graves, le petit pourcent là qui reste. Une fois la machine, le processus, l'automatisation créée, eh bien, ça va générer des revenus tout seul. C'est-à-dire que les résultats viendront même en votre absence. Et ici, je ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, je parle également du salariat. Si par exemple, lorsque vous partez en congé, personne ne peut vous remplacer, c'est un signe que vous devez automatiser. Une fois automatisé, eh bien, vous êtes libre de partir en congé, d'être absent, de travailler et même de travailler moins d'heures. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ce que Tim Ferriss appelle les business muses. C'est un business qui travaille sans notre présence. Et ici, il nous propose 4 étapes pour créer un business muse. La première étape, c'est choisir une niche de marché facile à atteindre. Il est plus facile de définir des niches petites et concrètes. Par exemple, si tu as un projet de lancer un service de sport en ligne, au lieu de viser toutes les femmes pour un service de fitness, par exemple, ce serait trop générique, tu vas viser peut-être les femmes qui sont sportives, qui viennent d'accoucher et qui veulent perdre ces 7 kilos qu'ils ont pris après l'accouchement. Eh bien, cette solution, ce produit, ce service que tu fournis, eh bien, c'est un micro-créneau, une micro-niche spécifique. Vous comprenez les besoins des femmes qui ont besoin de perdre du poids. Vous offrez une solution, par exemple, concrète pour laquelle vous pouvez facturer plus cher puisqu'il y a une petite niche et que c'est indispensable votre produit. Parce que c'est spécifique. Il y a très peu de concurrence, mais le besoin, il est précis. Un besoin que l'on doit combler avec notre produit que l'on va proposer. Donc, définir une micro-niche. Plus c'est spécifique et précis, plus ça va fonctionner. Deuxième chose, c'est qu'on doit trouver une bonne idée de produit. Parce que le bénéfice de ce produit, il doit pouvoir s'exprimer en une phrase courte. Par exemple, ce produit vous permet de perdre 3 kilos en 28 jours facilement et en toute sécurité.
Ensuite, une fois que tu as défini ta phrase unique qui définit ton produit, tu dois définir le prix. Et selon Tim Ferriss, le prix doit se situer entre 50 et 200 dollars. Et si tu es en dessous de 50 dollars, eh bien, il y a trop de concurrence. Donc, il faut être entre 50 et 200 dollars. Parce que si tu es au-dessus de 200 dollars, par exemple, eh bien, le client, il va demander une attention plus personnalisée. Il va peut-être demander du coaching. Et ça ne va pas être automatisable. Donc, un prix entre 50 et 200 dollars donne une image d'exclusivité et de valeur sans même être excessif en termes de prix. Si tu offres une formation, par exemple, eh bien, entre 50 et 200 dollars. Et donc, ton produit, il doit être réalisable en pas plus de 3 ou 4 semaines pour fabriquer ou livrer ton produit. Tu dois avoir aussi un support client. Si tu reçois beaucoup de questions de la part de tes clients, eh bien, essaie de lever 80% des doutes. Par le biais de, par exemple, une foire aux questions que tu mettrais sur ton site web permettant de répondre aux questions les plus fréquentes, par exemple. Cela va éviter de passer du temps au téléphone, en service après-vente ou des choses comme ça. Cela va te libérer du temps pour te focaliser sur le développement du produit ou de la stratégie de l'entreprise. Donc ici, pour rappel, on est sur les 4 étapes pour construire un business muse qui serait automatisable et qui travaillerait sans nous. La troisième étape, c'est d'obtenir un produit à commercialiser. On n'a pas besoin d'être un designer de produit, un constructeur ou un architecte. On peut tout simplement distribuer un produit déjà existant et même importer un produit d'Asie ou d'ailleurs qui peut être un distributeur exclusif d'un produit qu'on veut vendre. On peut aussi acquérir une licence pour une invention qui a été faite, c'est-à-dire qu'on va payer peut-être 5 à 10% à l'inventeur de ce produit et on n'a rien à créer du coup. Puisque le produit existe déjà, on a juste à vendre le produit. Une autre option aussi, ce serait de créer votre propre produit. Un infoproduit par exemple, un cours en ligne, un livre numérique, des vidéos. Mais ici, l'infoproduit, je pense que c'est le mieux parce qu'il peut s'agir de ton expertise que tu as ou d'informations que tu as récupérées et que tu empaquetteras d'une autre manière, par exemple. Le principal avantage de l'infoproduit, c'est qu'il n'a pas de frais. Si vous créez votre cours en ligne, par exemple, eh bien, vous le créez une fois. Donc, il y a déjà un gain de temps. Puisque ce produit-là créé une seule fois, tu peux le vendre autant de fois qu'il y a de clients disponibles à vous l'acheter. Et de plus, eh bien, il n'y a pas de stockage. Il n'y a rien, il n'y a pas de frais. Il y a peut-être juste les frais d'hébergement de votre site web. Et encore, il est possible de trouver d'autres solutions. Et je pense que l'infoproduit, c'est pour moi sur quoi il faut que tu t'orientes. Si tu veux automatiser quelque chose, c'est créer un produit en ligne qui ait très peu de frais et qui te permette d'être automatisable, que ça tourne, que ça te rapporte des revenus, même sans travailler. Et la quatrième et dernière étape, après avoir défini donc notre niche, notre idée et notre produit en ligne, eh bien, il faut tester si le business il fonctionne. Et ça, c'est la méthode du Lean Startup, un livre que nous allons voir aussi prochainement dans le podcast. On va en voir beaucoup. Moi, j'ai une liste de plus de 50 livres qui vont suivre, donc restez bien présents chaque semaine. Et le but de Lean Startup étant de créer un produit minimum viable et de le tester. Et la méthode qui fonctionne selon l'auteur et entre autres entrepreneurs qui l'ont mis en place, cette méthode consiste à créer une page web pour un produit qui n'existe pas encore. Tu mets un peu de pub sur Facebook par exemple, qui cible ta niche. C'est assez facile à mettre en place. Et une fois que tu as mis en place cette page de publicité, si par exemple 300 personnes sur 1000 cliquent pour acheter ou télécharger, vous avez la preuve alors que le produit est recherché et que c'est un besoin pour vos clients. Il est inutile de passer 800 heures à créer quelque chose que personne ne veut. Alors la solution, c'est de tester avant de créer quelque chose. Par exemple, j'imagine que cela vous est déjà arrivé d'aller par exemple dans un magasin. Par exemple, pour acheter une cuisine, comme je l'ai fait récemment, tu choisis
ta cuisine, tu choisis ta couleur, tu choisis ta taille, tu choisis tout ce qu'il faut. Mais au moment de payer, eh bien on te dit, vous devrez attendre 12 semaines ou plus pour le recevoir. Alors qu'on a payé pour un produit qui n'existe pas, alors. Alors cela veut dire que l'on peut faire la même chose et que ça va marcher. S'ils le font, si les grandes enseignes le font, comme là, une enseigne de cuisine, eh bien tout le monde peut le faire. Une fois que le produit est lancé et que le volume de vente est stable, ensuite, l'idée est de mettre en place les systèmes automatisés pour pouvoir faire un pas en arrière sans que l'entreprise ne s'arrête. Et pour cela, on doit commencer par diriger, maîtriser les entrées et les sorties de notre entreprise et tout ce qui se passe dans l'entreprise. On doit toujours diriger nous-mêmes au début. On ne peut pas automatiser dès le début. On doit diriger nous-mêmes pour savoir exactement comment tout fonctionne, comment répondre à tout, comment tout s'imbrique. Et une fois que la machine a commencé à fonctionner, que tu maîtrises tout et que tout roule et que tu sais où peuvent être potentiellement les failles, alors on va créer des systèmes. Et pour cela, donc comme on l'a vu, on va créer une entreprise exclusivement en ligne qui soit durable. Et même ce que tu peux faire, quand tu as des actions que tu pourrais arrêter de faire, que tu pourrais même sous-traiter certaines tâches à des entreprises spécialisées, par exemple. Et si tu as besoin de quelqu'un, par exemple, pour expédier des colis, tu t'en es peut-être chargé au début, c'est toi qui faisais la livraison, c'est toi qui empaquetais, c'est toi qui pliais le linge, par exemple, si tu fais de la vente de linge en ligne. Eh bien, maintenant, tu ne dois plus le faire. Tu dois déléguer tout ça, passer le flambeau et commencer à gagner du temps en externalisant ou automatisant ce qui peut l'être. Et alors, à ce moment-là, tu peux gérer avec une entreprise externe. Tout ce qui peut être géré par l'extérieur, tu peux le déléguer. C'est sûr, ça aura des coûts, mais le temps que tu as te libérer sera énorme. Par exemple, Amazon, eux, c'est ce qu'ils font. Tu peux stocker tes produits dans leur entrepôt et lorsqu'ils sont vendus, ils sortent directement de chez eux, ils ne passent jamais par chez toi. Et ça, c'est une économie. Un gain de temps, un gain d'argent. Et c'est là que tu peux faire de même pour toutes les autres tâches de ton entreprise, par exemple. Tu dois aussi t'assurer que toutes ces sous-entreprises aient une voie de communication claire entre elles, parce que les entreprises doivent communiquer clairement. Peut-être par un système informatique que tu pourrais mettre en place pour garantir une communication fluide, toujours afin d'éviter des ralentissements ou des possibles problèmes, retards, gagner du temps en gestion, éviter les problèmes. C'est ça, automatiser aussi. C'est simplifier la chaîne de valeur. Ce que tu peux faire aussi, pour automatiser une entreprise au maximum, c'est ne pas proposer 50 000 produits. Nous l'avons vu avec la méthode du 80-20, et nous le verrons dans d'autres livres plus orientés business que nous verrons ultérieurement. Si tu proposes trop de produits, les clients auront des doutes et poseront des questions à ton personnel pour se dire « mais comment vous faites pour créer autant de produits ?» Alors que si tu limites les options, par exemple tu vends un seul produit, tu le proposes à une seule ou deux couleurs, noir et blanc par exemple. L'envoi se fera par exemple par un seul livreur. Et tu peux payer que par 2 méthodes de paiement, par Mastercard ou par PayPal par exemple. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de place pour le doute. Tu as moins de retours clients, moins de certitudes, moins de questions. Et c'est plus simple. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas filtrer tes clients. Parce qu'il y a probablement des clients qui sont problématiques. Ce sont ceux qui payent peu, mais qui demandent beaucoup. Ce dont tu as besoin ici, ce sont des clients qui paient beaucoup d'argent et qui dérangent très peu. Ce sont ceux qui sont généralement identifiés à ton produit, identifiés, qui se reconnaissent dans ton offre et dans ta marque. Et rappelle-toi que les produits trop bas attirent les problèmes. Donc, essaie de te placer entre 50 et 200 dollars, 200 euros, comme on l'a dit tout à l'heure. Vise un produit moyen ou haut de gamme pour filtrer les clients. Moins de clients, mais des clients meilleurs
plus de bénéfices et beaucoup moins de soucis. Une stratégie que tu pourrais mettre en place, qui est courante dans le marketing en ligne, c'est d'offrir une garantie perdre et gagner. Par exemple, si tu peux dire au client que si vous n'aimez pas mon produit après 30 jours, eh bien vous pouvez me le ramener, me le rendre, et je vous donne 10% en dessus du prix de remboursement. C'est-à-dire que si le produit vaut 200, eh bien moi je vais vous donner 220 au bout de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. C'est une garantie où tu sembles peut-être perdre de l'argent au départ, c'est sûr, hein, tu en perds peut-être, mais tu es tellement convaincu de la qualité de ton produit que tu sais que ça n'arrivera jamais. C'est ça le truc. Tim Ferriss explique que lorsqu'il a introduit une garantie où il remboursait le prix plus 10% additionnel, ses ventes, elles ont explosé. Elles ont augmenté de 300%. Et les retours produits, elles ont même diminué. Cela donne une sécurité au client qui n'est pas négligeable. Un exemple intéressant aussi pour mettre en avant ce que l'on vient de voir, c'est celui de Noah Kagan, qui est entrepreneur américain, il est fondateur de AppSumo. Et au début de sa carrière, Noah Kagan, il travaillait énormément, beaucoup d'heures. Comme beaucoup d'entrepreneurs, il passait beaucoup plus d'heures au travail et ça signifiait pour lui plus de succès. Mais en lançant AppSumo, il a adopté une approche beaucoup plus proche de la philosophie de Tim Ferriss dans ce livre. Et son entreprise qu'il a créée, elle vend des logiciels à prix réduit pour les entrepreneurs. Au lieu de gérer chaque vente manuellement, il a construit un système où les produits sont vendus automatiquement sur une plateforme en ligne. Donc pas de gestion, pas de frais. Le marketing fonctionne grâce aux emails et aux partenariats. Donc c'est moins cher, moins coûteux. Il ne paye pas de frais de publicité. Il a aussi une équipe qui gère le support client et les opérations, qui est externalisée, donc c'est pas lui qui gère. Et lui se concentre seulement sur la prise de décision stratégique et importante. Voilà, on vient de résumer là avec cet exemple tout ce que l'on vient de voir. Et quel en a été le résultat ? Eh bien, l'entreprise qu'il gère aujourd'hui, elle génère des millions de dollars de revenus. Mais Noah Kagan, il ne travaille plus dans un modèle classique de 50 à 60 heures par semaine. Il explique souvent que son objectif n'était pas de travailler plus, mais de construire des systèmes qui travaillent pour lui. Et c'est exactement ça l'idée centrale du livre. Au lieu d'échanger ton temps contre de l'argent, tu dois construire un système qui génère de la valeur, même quand tu n'es pas devant ton ordinateur. Donc ce que l'on a vu ici, c'est que pour changer ta vie, tu dois d'abord changer ta façon de définir ce que tu veux vraiment. Dans cette première partie de la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, on l'a vu, que tout commence par un changement de perception. Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui est vraiment celle que tu veux ? Est-ce que tu poursuis tes propres objectifs ou ceux que la société t'a imposés ? Parce que si tu ne définis pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ce qu'on a vu aussi, c'est que tu dois comprendre une chose essentielle. Être occupé, eh bien, ne veut pas dire être plus productif. On l'a vu avec les principes d'élimination et d'automatisation que tu peux supprimer tout ce qui n'a pas de valeur, te concentrer uniquement sur l'essentiel, et tu dois aussi commencer à dissocier ton temps de ton revenu. Et ça, c'est sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un changement radical, mais on doit être clair, c'est que ça demande de la discipline. Ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Et oui, ça demande aussi de se remettre beaucoup en question sur beaucoup de choses, et ça, c'est pas facile. On doit aussi moins se consommer d'informations inutiles. On doit aussi mieux gérer notre temps et créer des ressources et des revenus de manière plus intelligente. Mais tout ça, eh bien, ce sont des choix que tu dois faire. Et ces choix ont un impact énorme sur ta vie. Même si aujourd'hui, tu es peut-être au début, même si tu n'as pas encore automatisé ton revenu ou optimisé ton temps,
Si tu commences à penser différemment et si tu passes aussi à l'action, bien sûr, comme je le dis dans chaque épisode, et surtout si tu appliques ce que l'on vient de voir, alors tu peux complètement changer ta trajectoire. Parce que ceux qui vivent différemment ne sont pas plus intelligents. Ils appliquent simplement des règles différentes. Et ce sont les règles que l'on voit ici. Alors j'espère que cette première partie t'a apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et surtout ce que tu vas mettre en place dès maintenant. N'hésite pas à partager cet épisode et à laisser un like si ça t'a plu. Et moi, je te retrouve très vite pour la deuxième partie de cet épisode et on va parler de liberté dans le prochain épisode. Allez, à la semaine prochaine!